Jure de ne jamais regarder en arrière. Nous allons écrire notre propre nom sur les rives de Namori. Abra Pokua, qu'on appelle Abla Poku, c'était une femme leader, une meneuse d'hommes. Ça ne les fait pas là. Puis ils sont montés. Donc c'est le chemin là même ça? C'est le chemin là, ça. Tu vois pas non? Jusqu'à ça rentre dans la forêt là-bas. Voilà. Depuis 3 siècles, l'histoire de la reine Ablapoku continue de se transmettre comme une vérité sacrée. Dans son pays, on l'appelait la vieille Poku. C'est-à-dire Abrawa au Pokua. En Côte d'Ivoire, on dit Abra Poku. Dans nos recherches, nous on sait que c'est par bêtises qu'ils sont passés. Derrière nous, où passe le pont, c'est le fleuve Komwe. Et donc c'est ici que la reine Ablapoku est passée. On nous dit qu'il y a eu des hippopotames, il y en a qui disent qu'ils sont passés sur des rochers. À partir du sacrifice, il y a eu des rapprochements des cailloux pour permettre aux gens de passer. Si ce n'est pas un peu mystique quand même. Son exode et le sacrifice de son fils témoignent de l'arrivée des Baoulés en Côte d'Ivoire. Mais que s'est-il réellement passé sur les rives de la Comoé? Ablapoku a porté un enfant à son sein. Cet enfant, à peine de 5 ans, qui a été servi comme enfant de sacrifice. C'est pas son propre enfant. Il était ménopausé. C'est l'enfant de la reine qu'ils vont sacrifier. Les nobles, les Baoulés le savent. Entre légendes, mémoires et zones d'ombre, notre enquête remonte les traces de la reine Ablapoku pour confronter le récit populaire à la réalité des faits. C'est ici, au Palais de la Culture de Treichville, que commence notre enquête. Dans la pénombre des coulisses, les comédiens du mythique groupe artistique Soteka s'apprêtent à faire revivre cette épopée. Moi, je suis Dakon, lui, il est Pokouaré. Donc, il y aura une guerre entre l'armée de Dakon et l'armée de Pokouaré. Et à la suite de cette guerre, c'est Dakon qu'ils vont tuer. Dans cette loge, Marie Laoulo effectue les dernières retouches de sa coiffure. L'artiste chantre incarne dans ce grand spectacle historique l'un des personnages les plus marquants de l'histoire ivoirienne, la reine Ablapoku. Depuis que mon mentor a lancé le projet, on s'est activé à faire les répétitions. Je pense que c'est bon, ça va. Son mentor, c'est lui, Hippolyte Hanot, le fondateur de la troupe Soteka. 3 mois de répétition ont été nécessaires à ces comédiens pour s'approprier l'histoire et le personnage d'Ablapoku. Quoi de plus normal pour moi, en tant qu'homme de culture, de rehausser l'image, de faire renaître cette reine qu'une légende. Qu'une légende, un modèle que tout peuple, tout homme, tout être humain, tout Ivoirien doit suivre. Un modèle de résilience et de courage que le Soteka portera sur scène devant près de 300 spectateurs. Dans l'obscurité de la salle, le public, impatient, guette le début du spectacle. C'est une maman en or. Que le rideau se lève et que l'esprit de la reine nous guide.
L'histoire prend racine au début du XVIIIe siècle. Disparition d'Osei Tutu, souverain de l'Empire Ashanti, ébranle les fondements du royaume. Dans l'ombre du trône, les ambitions s'affrontent sur sa succession. Nous cherchons une colonne vertébrale. Mais qui saura porter l'or sans que ses jambes ne flanchent? Qui? La légitimité n'est pas une question de muscle. C'est une question de fréquence divine. Dacon est d'un sang pur. En tant que tel, il est le gardien de la tradition. Le trône Ashanti devient l'objet de toutes les convoitises. Dacon, considéré comme le successeur légitime, bénéficie du soutien des notables. C'est lui qui détient. Mais le féticheur du royaume désigne Opoku Ware. Une rivalité qui va rapidement se transformer en une profonde crise de succession. Concernant la succession de Osei Tutu, non seulement on n'a pas pris les frères, mais on n'a pas pris non plus les neveux, les Wofassiers, les neveux. Mais ils ont pris quelqu'un qui est en fait un petit-fils d'Osei Tutu. On l'appelle Opoku Ware. En fait, Osei Tutu a donné sa propre nièce, Nyankun Kosiamoa, en mariage à un chef qu'on appelle Edu Panyi, qui était le chef d'un peuple qu'on appelle les Amakom, qui va faire partie de l'espace Ashanti. Donc, il a fait une alliance avec lui pour qu'il accepte d'entrer dans la confédération. Et donc, c'est ainsi qu'il a donné sa propre nièce en mariage à celui-là. Leur fils, là, c'est lui qui est Opoku Ware. Et quand Osei Tutu vivait, les gens ont constaté qu'il avait beaucoup d'affection pour cet enfant-là. Partout où il va, un roi qui va partout, il est avec son petit-fils. Donc, quand il est décédé, les gens ont dit, ah, pour certains, on dit, ah, pourquoi est-ce que ce ne serait pas Opoku Ware qui succède à son grand-père? Sous les projecteurs, cette lutte pour le pouvoir reprend vie. Les artistes rejouent la scène de guerre qui a opposé Dacon à Opoku Ware. Osez tuer le serment d'Osei Tutu. Mais sachez que moi, mon sang, criera sur cette terre jusqu'à ce que les racines s'empoisonnent. Le prétendant légitime au trône est tué par son concurrent. Ablapoku a vu le sang de son frère Dacon couler pour une couronne d'or. Le cœur affligé par cette discorde fratricide, elle a refusé de voir son peuple broyé par ces usurpateurs du pouvoir. Pour sauver l'intégrité de sa lignée et l'âme de son peuple, elle a pris une lourde décision: rompre avec le Samba, quitter sa terre natale. Suite à cela, ce général qui s'appelle Opoku Ware a organisé son armée et ils sont allés attaquer le royaume d'Inkira, qu'ils ont vaincu. Et oui, parce que c'était un stratège militaire. Ils ont vaincu et il a commencé de guerre en guerre, de victoire en victoire. Il s'est éloigné un peu de sa base. Donc c'est en son absence que les vieux, les sachants
on dit à sa cousine de partir, qui s'appelle Opokua, Abrewa Opokua, parce qu'on dit Abrewa Opokua, parce qu'elle était âgée en fait. Nous sommes convaincus que si ton frère Ware revient, c'est sûr qu'il va s'en prendre à toi, donc il faut partir avec tout ce qui concerne la royauté. C'était le début de l'exode. Un exode semé de preuves qui conduira d'abord son peuple dans le royaume Ebrossa. Première halte d'un exil sans retour. Ils marchaient à vue, avec les oreilles et puis les quelques connaissances qu'ils avaient de la forêt. Ils sont arrivés chez leurs voisins dans l'Aouin, en Ebrossa. Ado Assoma était le souverain là-bas. Et c'est le pays de ceux qu'on appelle Agni aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Ils ont passé 5 années là. 5 années au cours desquelles, selon cet historien, ces exilés vont accepter de changer d'identité. Les Ashantis qui parlaient Twi à cette époque, ils allaient au marché, ils allaient dans les manifestations. Les Agni les désignaient, ils disaient « Wow, Foubi, et donc c'est comme ça que elle va décider que cette expression-là soit leur nom, plutôt que d'être Ashanti, pour ne pas oublier le drame qui s'est passé dans le royaume Ashanti. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, elle va décider de laisser tomber leur langue, la langue Twi, pour prendre la langue Agni. La langue baoulé aujourd'hui est une déformation de la langue Agni. Est-ce que ce sont les Agni qui ont donné le nom? Exactement, exactement. Même baoulé, c'est pas baoulé. Fort de cette nouvelle identité, Ablapoku et les siens espèrent enfin trouver la paix et laisser derrière eux les blessures de l'exil. Mais leur épis est de courte durée. Le royaume Ebrossa, devenu leur terre d'accueil, est à son tour attaqué par l'armée d'Opoku Ware. La guerre entre les Ashanti et puis les Agni de Brossa, ça a commencé quand? Ça a commencé en 1715. Pourquoi? Parce qu'il y a des guerriers Ashanti qui pourchassaient les futurs Zabrons là, les futurs Brons là, ils les pourchassaient. Puisque les futurs Brons ont refusé de s'intégrer à la Confédération Ashanti. Les Agni ont repoussé les Ashanti. Là encore, certains se sont trompés, ils ont pensé que les Ashanti ont gagné. Non. Les Agni les ont repoussés. Et quand Opoku Ware est monté sur le trône, quand il a pu vaincre les Achem en 1721, c'est là maintenant en 1721, il est venu maintenant attaquer massivement le royaume Agni et Brossa. En 1717, les futurs Baoula Sabou sont venus faire quoi? Se réfugier auprès du roi Anou Asma, qui était en conflit, et même ils le savent, avec le roi Osei Toutou. Donc ils sont venus très nombreux, très nombreux, pour attaquer massivement le pays Ebrossa. C'est comme ça qu'ensemble, les Agni Ebrossa et puis les Baoula Sabou ont fui. Il leur faut fuir à nouveau, s'enfoncer dans l'inconnu. Leur périple les conduit jusqu'aux rives du fleuve Komoé. Là, selon certaines sources, les divinités du fleuve auraient exigé pour franchir les eaux et poursuivre leur route un sacrifice humain. Je prends Dieu à témoin, ainsi que la terre. Au nom de mon peuple, esprit des eaux, maître des profondeurs, acceptez notre offrande.
Sacrifice humain ou simple légende? Pour tenter de percer ce mystère, vieux de plus de 3 siècles, nous nous sommes rendus à Bétier, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Dans cette région, plusieurs récits situent le théâtre de cet événement. À traverser là, les gens racontent beaucoup de choses, mais ce que nous on sait, ce que nous on a appris, c'est qu'ils partaient avec une grande délégation qui devrait forcément traverser. Parce que s'ils restent là, avec les fusils qui pilonnaient là-bas, là, elles pouvaient protéger cette population-là. Donc il fallait faire des sacrifices. C'est ainsi qu'ils ont interrogé une féticheuse. Elle a dit que non, ce qu'on peut faire, c'est sacrifier une personne. Mais c'était difficile. Étant la même personne ne veut donner son enfant. C'est là elle a pris son petit-fils. Et elle a fait le sacrifice, jeté dans la Comoué. Et quand ils ont jeté la personne, le petit là, dans la Comoué, dans l'eau, ils ont dit Baouli. Et l'enfant est mort. Et c'est ça qui a donné le nom Baoulé. Pour le professeur René Alou, cette version relève plus de la légende que de la réalité historique. Je pense même qu'il n'y a même pas eu de sacrifice. C'est ce que je pense. C'est l'enfant de la reine qui vont sacrifier. Les nobles, les Baoulés, ils le savent. Les nobles, ils les appellent l'Iewa. Les Achantis appellent ça Odéchier. On ne sacrifie pas un Odéchier. Comment un cours d'eau peut être un problème jusqu'à on va sacrifier un prince, un noble pour ça? Non, non, non. Voici la Comoué. Ce fleuve au cœur de l'épopée d'Ablapoku. Selon ce notable, c'est à Mlamlinsou, à environ 45 km de Bétier, qu'Ablapoku et son peuple auraient franchi le fleuve. C'est un peu loin. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller là-bas? Bon, c'est parce que c'est resté dans la brousse. Hein? La voie de communication là, est difficile. Dans le temps, c'est le fleuve Comoué, on pouvait aller directement là-bas avec une pirogue, on descend, on s'en va. Mais ce n'est pas la peine d'aller prendre un grand nombre de personnes dans une pirogue et puis aller les noyer là-bas. Donc il est bien dépassé sur la terre ferme, mais la voie de communication. Impasse totale. Le site restait inaccessible, verrouillé. Et notre enquête menaçait de s'effondrer. Puis l'étincelle. Nous réussissons à nous procurer ces images amateurs tournées 5 ans plus tôt. Un trésor d'archives brutes d'une rareté inestimable. Ces archives précieuses nous offrent un regard inédit sur ce site exceptionnel que la tradition orale identifie comme le lieu de la traversée d'Ablapoku et de son peuple. Donc c'est le chemin là même ça? C'est le chemin là, ça. Tu vois pas non? Jusqu'à ça rentre dans la forêt là-bas. Oui, voilà. Le mystère semble s'éclaircir. Les cavités dessinent des courbes concaves qui seraient par endroits les empreintes de pas de la traversée d'Ablapoku gravées dans la roche. Pour ce visiteur, chaque creux dans la roche est l'écho figé de la grande traversée d'Ablapoku. Souvent, on taxe ça de légende. Alors, il fallait vérifier s'il y a une part de vérité, de réalité. Et c'est ce que je suis venu voir. Il y a une part de vérité. Puisque j'ai vu les pas de nos aïeux. Ils ont effectivement traversé par ici. Devant ce paysage singulier, des interrogations. Hasard de la nature ou trace d'une présence humaine? La question divise. À des moments où vous passez, vous voyez les empreintes même des personnes. On dirait que des personnes sont passées sur les cailloux là. Ouais, donc on imagine que c'est lors des traversées là, il y a eu ces traces-là. Moi, je pense que c'est l'érosion due à la force du courant fluvial qui a fait cela. Mais bon, nos parents des villages sont sûrs hein, que c'est quand ils ont déposé les pieds, comme si c'était un magma qui vient de se former, l'empreinte du pied reste. Au moment où ils passaient, c'était la période où l'eau, le niveau du Comoué n'était pas très élevé. Donc on peut passer à gué. Donc ils sont passés à gué.
Moi, je respecte bien la légende de mes frères Baoulé. Mais vous pensez que ils vont prendre le risque de marcher sur des dos de crocodile ou bien d'hippopotame? En réalité, celui qui est à l'origine de cette légende, on l'appelle Maurice de la Fosse. Donc en fait, lui-même, c'est un colon. Bon, la légende est belle. Derrière une légende, on peut voir certains faits historiques. Malgré les témoignages et les traditions orales, le lieu exact de la traversée resta incertain. Une énigme qui continue d'alimenter les controverses. Nous continuons de faire nos recherches sur le lieu, mais une chose est sûre, entre Bétier, Komoué-Noir, Kwasi Datekro, chacun revendique. Si d'autres disent que c'est chez eux là-bas, moi je crois que c'est à partir des recherches. Dans nos recherches, nous on sait que c'est par Bétier qu'ils sont passés. Si d'autres aussi prennent ça pour leur paternité, moi je crois que là, on ne peut pas discuter et dire que c'est faux ou bien c'est vrai. Ils n'ont pas tous traversé dans le même endroit, non. Ils ont traversé à différents endroits du fleuve. Le débat ne s'arrête pas à Bétier. À Amonkonkro, près de Daoukro, une autre version de l'histoire est défendue avec conviction. Ici, le chef du village affirme que la célèbre traversée d'Ablapokou ne s'est pas déroulée à Bétier, mais bien sur le territoire de leur village. Elle a traversé par Amonkonkro suite à leur délogement du côté du Ghana là-bas, où il y avait des crises internes entre les différents peuples du côté du Ghana. C'est comme ça qu'elle a traversé par le fleuve Komoué en passant par ici. Pour appuyer sa version des faits, Nanan Amonkonde nous amène sur un site emblématique du village, un pont associé au passage de la reine à Blapokou. Derrière nous, où passe le pont, c'est le fleuve Komoué. Et donc c'est ici que la reine à Blapokou est passée. Dressé au-dessus des eaux de la Komoué, ce pont porte fièrement le nom de la reine à Blapokou. Un ouvrage réalisé sous le mandat du défunt Henri Konan Bédié, alors président de la République de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire sait que le passage à Blapokou, c'est par ici. Si c'était le président Bédié qui avait baptisé ce pont, pont Reine à Blapokou, alors en ce moment même on pourrait dire c'est politique. Mais non, le président Bédié a construit ça en 1997 et c'est en 2017, à la faveur de la visite du président Alassane Ouattara, ils ont baptisé ce pont, le pont Reine à Blapokou, parce que c'était déjà consigné dans le livre blanc de l'État de Côte d'Ivoire. La traversée se serait déroulée à quelques mètres seulement de ce pont. Mais pénétrer sur ce lieu de mémoire ne se fait pas sans précaution. Selon la coutume, il faut d'abord requérir l'accord des ancêtres. On n'y vient pas comme ça. C'est notre fameux tunnel dont on parlait tout à l'heure, que c'est la réelle traversée, n'est-ce pas, de la reine à Blapokou. C'est dans les pas de la reine à Blapokou que ce matin, nous qui sommes ici, nous sommes. L'accès au lieu n'a rien d'évident. Il faut traverser un tunnel naturel de près de 5 mètres de hauteur, guidé par un éclaireur chargé de vérifier que la voie est libre et sans danger. Vous-même, vous avez constaté et vous avez apprécié le tunnel dont nous parlions. C'est un passage qui marque son temps. Un passage qui a permis, n'est-ce pas, au peuple baoulé de s'investir et d'aller loin dans les savanes.
Pour Nanan Amoakon II, il n'y a aucun doute. C'est sur ces eaux qu'Ablapoku et les siens auraient traversé la Comoé. Le dépositaire des coutumes défend une version bien connue, celle du sacrifice humain. L'eau est en crue, on fait comment pour traverser? Quand Paul sait nager, Pierre ne sait pas nager forcément. C'est en ce moment-là que nos communs qui sont les guides des éclaireurs ont compris qu'il faut faire un sacrifice. Ablapoku ne pouvait pas prendre quiconque dans la foule, a pris l'enfant de sa sœur, a donné au commun qui a présenté l'enfant au fleuve et l'a jeté. Si les habitants d'Amoakonkro revendiquent ce pan de l'histoire, leur version peine pourtant à s'imposer dans le récit collectif. Notre retard et ce qui n'est pas su au jour d'aujourd'hui, c'est dû au fait que très tôt, le peuple baoulé n'était pas à l'école. Cette histoire n'a pas été écrite, mais quand même il y a des sachants. Et le peuple baoulé, comme vous l'avez constaté, c'est le peuple qui ne parle pas assez. Ils admettent, ils consomment, et puis ils sont assis dessus. Le débat reste entier sur le site précis de la traversée. Mais sur un point, les récits se rejoignent. La Comoé est le fleuve qu'Ablapoku et son peuple ont traversé au cours de leur exode. Après la traversée de la Comoé, l'exode se poursuit à travers plusieurs régions de l'actuelle Côte d'Ivoire. De village en village, la migration d'Ablapoku dessine progressivement le territoire baoulé. Ils ont traversé et puis ils sont tombés en pays Atié, donc dans la région d'Akoupé, en pays Atié. Et ils sont tombés dans la brousse et là ils sont rentrés dans la région aujourd'hui qu'on appelle le Mourounou. Et donc dans la forêt, ils sont tombés vers Koubebo, Kondjebouma, Dangba, Mourokro, Koyekro. Voilà, ils ont laissé Serbissou de l'autre côté. L'autoroute aujourd'hui là, qui est là, c'était la brousse. Hein. Ils ont traversé et ils sont arrivés vers Ndoussi pour aller à Tiasalé. Quelques kilomètres devant, ils sont tombés chez les Bomi. Donc vers Lengré, vers Diebonois, eh bien, ils sont partis du côté de Niamounou, puis à Maounou, et puis ils ont trouvé une rivière qu'on appelle Ndraba. Arrivée là, vraiment, elle était épuisée, exténuée. Elle a dit, bon, écoutez, là où je suis arrivé, franchement, je n'en peux plus. Je ne vais plus bouger. Je vais rester ici. Voilà, Mkawa. Pour remonter le parcours d'Ablapoku, nous faisons halte dans quelques localités qui revendiquent son héritage. Première escale, Tiasalé. C'est ici, selon les récits, que Tano Adjo, la sœur de la reine, fatiguée, décide de s'installer. À Tiasalé-Kro, l'ancien village, nous rencontrons Jeannette, princesse héritière et descendante de Tano Adjo. Gardienne de cette mémoire familiale, elle nous livre un récit ancestral gravé dans l'intimité de sa lignée depuis des siècles. La reine Ablapoku a laissé sa soeur cadette ici à Tiasalé, donc il est aussi un trône. La légende raconte qu'elle s'est imposée dans la région grâce à une intelligence politique aiguisée et une poigne militaire sans faille. Il y a eu une guerre jusqu'à ce que la reine Ablapoku et sa soeur Tano Adjo aient leur suite et le dessus.
Et elles ont pris assise à Tchassali. Quelques jours après, elle a dit à sa soeur, je veux que tu restes avec d'autres personnes. Moi, je continue mon chemin. Donc, arrivé à chose Dabo, elle a laissé encore d'autres sujets qu'on appelle les Soabins. De là, elle a continué jusqu'à Béoubi. Et c'est de Béoubi qu'elle a laissé son frère là-bas aussi, à Brakbo. Si la durée exacte de son règne reste difficile à établir, elle a marqué l'histoire de Tiassélé selon ses descendants. Dans cette chambre sacrée, exceptionnellement ouverte à notre équipe, ses attributs sont dévoilés à une caméra pour la première fois. Dia mo ajo transform yo we Ben frère tanu ajo bia ye wayo si o si jaso o transform si ja ngaso. Et quand il y a un décès, c'est le tam-tam qu'on prenait pour accompagner le mort à sa dernière demeure. On s'en va l'enterrer. Il y a le tam-tam qui est C'est le là. tam-tam là C'est ceux qui sont esclaves. C'est ceux qui sont C'est eux qui portent. Et puis il y avait un tapeur. Un tapeur. Il avait un tam-tam soit à son épaule ou bien sur la tête. Derrière le destin de Tano Adjo se dessine celui de sa sœur Ablapoku. Deux femmes, une même histoire, celle d'un peuple contraint à l'exil. La reine Ablapoku poursuit son périple vers l'intérieur des terres des Burnis. Son chemin la conduit dans l'actuel département de Tiébissou, où elle rencontre des populations déjà installées, les Bomis. Un épisode historique dans lequel nous replonge Daniel Kwaku, chef de tribu Bomi. En Cinza, quand la reine Poku venait, les Bomis étaient dans la forêt de Kokoseno, qui est aujourd'hui à 5-10 km d'ici. Là-bas, le fils du chef du village, Bomi Kofi, qui avait la même mise sur tous les petits campements qui étaient autour de lui, ses enfants partaient à la chasse pour vivre. Et comme dans l'ancien temps, il n'y avait pas de frigo, il fallait sécher la viande avant de venir au village. Et la reine Poku, en venant, elle a vu la fumée dans le lointain. Elle s'est dit que c'est un de ses enfants qui allaient mettre la fumée là-bas, qui allaient allumer le feu. Elle a désigné 5 gardes de corps qui sont partis, les guerriers. Ils trouvent un jeune homme en train de fumer la viande. On dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais on me pose cette question-là. Moi, je ne sais pas. Ici, c'est chez nous. Est-ce que vous avez un chez vous? Il dit, mais on a un village, tout ça. Ah bon? Moi, allez ramasser la viande, tout ça, on va partir au village. Le jeune homme a ramassé, il s'appelle Bomi quoi. Il a ramassé la viande, il l'a mis dans un sac. Les gens l'ont suivi, trouvé la reine. La reine dit, jeune homme, qu'est-ce que tu fais au milieu de la savane? Il dit, nous sommes, c'est notre village ici. Elle dit, vous avez un village? Il dit, oui. Elle dit, bon, allons, il y a notre village. Puis ils ont suivi le jeune jusqu'à trouver le village. Selon ce gardien de la tradition, les Bomis figurent parmi les peuples les plus anciens de Côte d'Ivoire. Elle dit, mais pourquoi vous m'avez dévancé, venez vous installer ici? C'est ça le Bomi Kofi, notre patriarche. Il dit, vous dévancez comment? Qu'est-ce que vous appelez dévancer? Nous sommes ici il y a longtemps. Nous sommes un peuple descendu du ciel. Nous sommes là avant le XVIe siècle. Sinon, dans certains documents, avant l'an 1000, nous étions déjà là. Ce peuple guide la reine Ablapoku et les siens sur la dernière portion de leur migration. Comme ici est déjà occupé par un peuple, moi je vais continuer mon chemin, mais je vais faire quelques jours ici. Elle est restée là une bonne dizaine de jours, même voire un mois. Elle a demandé la route, elle dit bon, je continue mon chemin. Là où je trouverai qu'il y a l'espace, il y a l'eau, il y a tout, on va habiter là. Donc il a donné ses meilleurs guerriers pour accompagner la reine. Ils ont accompagné la reine des jours sur des jours jusqu'à arriver à Andranois. Arrivé à Andranois, la reine a jugé utile
En voyant la forêt, le cours d'eau qui était là, elle a dit, bon, ben, ici me convient. Une fois établie sur ces terres, la reine Ablapoku conclut un pacte d'alliance avec le patriarche Bomi Kofi. Cela ainsi des liens durables entre leurs communautés. Le pacte est le suivant. Il ne faudra pas que un garçon de Bomi aille enceinter une fille en drap noir. Il ne faudra pas qu'un garçon d'un drap noir vienne enceinter une fille à Bomi, parce que ça va gâter nos relations. Donc les deux étaient d'accord. Des années sur des années, des années sur des années, un jeune, un garçon bien mis de la reine est venu dans le Bomi, paf, il a grossi une fille ici. Le patriarche a dit, ah, ça, j'avais dit à votre maman, hein, tu as enceinté une fille ici, c'est des problèmes que tu as créés. Alors, allez dire à la reine qu'elle m'amène une panthère. Si elle envoie la panthère, moi je laisse tomber cette affaire. Les gens se sont jetés en brousse pour trouver difficile. Ils ont tout fait, ils ont capturé une petite panthère, ils sont venus avec eux. Mais cette alliance finit par voler en éclats lorsqu'un jeune Bomi brise l'interdit en mettant enceinte l'une des filles de la reine Ablapoku. Le pacte qu'on a signé, quand j'ai violé, tu m'as demandé. La panthère a tué plein de mes gens. Moi, je ne te demande rien du tout. Envoyez-moi un lionceau, un éléphanteau. Et on a beau faire. On n'a pas pu avoir l'éléphanteau. Elle dit, bon, comme vous ne pouvez pas attraper l'éléphanteau, désormais, vous êtes sous mes ordres. Votre titre là est tombé. C'est moi qui dois vous gouverner. On dit, ouais, si tu ne tues pas que tu nous gouvernes, nous sommes d'accord. Voilà comment le Bomi est inclus dans le peuple baoulé. Sinon, à la base, le Bomi n'était pas baoulé. Nous sommes Bomi. Notre langue parlée, c'est le Bomi que je parle, que je vais parler bientôt en patois. Et c'est comme ça que nous avons composé avec la reine. Ce témoignage ébranle le mythe fondateur et relance un débat brûlant. Ablapoku est-elle la mère de la nation baoulé? Ceux qui sont venus avec la reine Ablapoku, ce sont ceux-là qu'on va appeler les Baoulés Assabou, c'est-à-dire ceux qui sont d'origine Ashanti. Mais quand ils viennent, il faut savoir qu'il y a des populations qui sont déjà sur l'espace qui va devenir le pays Baoulé. Donc, il y en avait qui ont précédé la migration des Assabou. Notamment, il y a une migration dans laquelle beaucoup disent que leurs ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, comme les Bomi, comme les Akroufoué, comme les Akpatifoué, etc. Maintenant, il y a ceux qui se réclament d'origine Alangira, qui eux sont venus au tout début du XVIIIe siècle, suite à la guerre contre les Ashanti entre 1699 et 1701. Eux aussi, ils étaient là, comme par exemple les Agba de Dimboko, comme les Abé de Bukanda, ils étaient là. Grâce aux alliances qu'elle a su nouer au fil de son parcours, le royaume d'Ablapoku s'est progressivement étendu et consolidé. Aujourd'hui encore, une grande majorité du peuple baoulé la reconnaît comme sa reine et la figure emblématique de son histoire. Selon plusieurs versions, elle aurait achevé sa migration à Akawa, plus précisément à Nyamonu, où elle aurait fondé son royaume et établi le centre de son pouvoir. Accompagnée de ses notables, Nana Mungo II, gardien des attributs royaux de la reine, nous conduit sur le site où, selon les récits ancestraux, Ablapoku aurait régné jusqu'à ses derniers jours. Nana Ablapoku, Ghana, me fait Ghana, la fois me fait Awa. Ya nana mo ale moto li lo Nana Ablapoku. Ya wan chege. Nkawa ma me wiewu, mfa be na nko me ufresu. C'est nkole na njulo, c'est nwulo be sieno. Des vases en terre cuite, éparpillés au sol, portent les marques du temps. Des cordes nouées et entassées autour de cet arbre, témoins d'un lieu chargé de symboles. Ce site sacré est présenté comme le lieu de recueillement et de rite de la reine Ablapoku.
Nous sommes sur le lieu de culte royal, ici, dans ce lieu qui est appelé Koulingona. Les 9 vases sacrés de culte royal de la reine Ablapoku. Et annuellement, on offrait un bœuf chaque année au man. Chaque vase est porteur d'un symbole et renferme une part de l'histoire du peuple qu'Ablapoku guida sur cette terre. Les 9 vases représentaient les 9 clans qui ont suivi la reine Ablapoku. Le premier clan s'appelle Ndranois. Ajoutez le Faafoué. Il y a le Haïtou, il y a l'Agba, il y a le Sa, il y a le Nanafoué, il y a le Nzikli, il y a le Ali, il y a le Goli, il y a le Godet et Goussan. C'est à partir de ces clans originels, de ces premiers lignages soudés par l'exil, que vont naître un à un les différents groupes qui composent aujourd'hui le grand peuple baoulé. Donc, ce sont les grands groupes. Baoulés, les grands groupes baoulés. Mais au-delà des grands groupes, il y a des sous-groupes qui sont des tribus. Les grands groupes sont composés du groupe Assabou. Ils ont un royaume. Le royaume, c'est Akawa. C'est Akawa que la reine a demeuré jusqu'à sa mort, ici dans cette forêt que nous allons tout à l'heure entrer. Pour accéder à son ancien lieu de règne, il faut s'enfoncer au cœur de cette forêt sacrée, jalousement préservée par les dignitaires de la tradition. Après plusieurs heures de marche, nous atteignons enfin le site où, selon le chef du village d'Akawa, la reine Ablapoku aurait exercé son autorité et dirigé son peuple. Nous sommes à Niamono. Cette forêt que vous voyez abrite le substrat du royaume baoulé, fondé par la reine Ablapoku vers 1730. Parce que c'est ici, voilà le mur, la digue royale que vous voyez là. Elle était à une hauteur de 4 à 5 mètres. Elle est descendue. Voilà l'état dans lequel se trouve la muraille. Donc nous sommes à Niamon. La digue royale est presque invisible. Le site croule sous le poids du temps et la nature a repris ses droits. Pourtant, il y a près de 300 ans, ce lieu était le cœur battant du royaume baoulé. C'est ici que la reine a dénommé Nkawa, qui est devenu Akawa. Je reste. Et c'est ici le pilier central qui soutient l'édifice du peuple baoulé. Adjiwli, mais Kroukma, qui veut dire le pilier central qui soutient l'édifice du peuple baoulé. Quelques roitelets qui se font de plein pouvoir disent que c'est à eux le pouvoir. Le pouvoir central du royaume baoulé est Akawa. C'est à partir d'Akawa qu'on diffusait toutes les informations destinées au royaume et au clan baoulé. Si aucune source historique ne permet d'établir avec certitude la durée de son règne, selon Nana Mungo II, elle aurait vécu sur cette terre jusqu'à son dernier souffle. Elle est morte ici, elle a été malade de la variole. Elle a été enterrée dans la source de la rivière que nous venons de traverser. La reine n'a jamais traversé cette forêt pour arriver à Sakassou. Devant la télévision, je dis voici ici, il a été enterré la reine, c'est pour fouler au pied du sacré. Bon, on fait le tour de la muraille. Des témoignages que corroborent certains historiens, ainsi que plusieurs gardiens de la tradition. La reine Ablapoku n'est jamais allée à Sakassou. Elle n'est jamais arrivée à Sakassou. Elle n'est pas arrivée à Sakassou. La reine Poku n'a jamais mis les pieds à Sakassou. Quand nous l'avons laissée en Ndranois, c'est là qu'elle est restée, c'est là qu'elle est morte, que nous avons participé aux funérailles. Le lendemain, nous retournons à Niamonu pour découvrir de plus près le ruisseau Ndraba.
La reine Ablapoku aurait été, selon plusieurs sources, inhumée à cet endroit. Selon Nana Mungo II, chef du village d'Akawa, la reine Ablapoku reposerait quelque part dans cette broussaille. Et ici, c'était un ruisseau qui a complètement tari à cause de la sécheresse. Et donc, nous ne pouvons pas voir exactement là où elle repose parce que, selon les chefs traditionnels, le tombeau ou la tombe d'une reine ou bien d'un roi ne peut pas être visible. À Akawa, nous retrouvons Nana Mungo II, chef du village. Sous autorisation, les attributs royaux de la reine Ablapoku sont sortis de leur case sacrée. Une scène inédite. Ces précieux symboles du pouvoir royal sont présentés pour la première fois devant les caméras d'une chaîne de télévision. D'aucuns diraient que la reine Ablapoku n'a pas vécu et que son histoire c'est une légende. D'autres disent que c'est un rêve. Nous, ici à Akawa, nous avons les objets royaux de la reine Ablapoku que nous avons conservés jalousement jusqu'à nos jours. Les preuves pour vous dire que la reine Ablapoku est restée à Akawa, voilà pourquoi nous avons sorti ces objets, pour vous prouver effectivement que la reine Ablapoku est restée dans ce village. Sous nos yeux, la légende prend corps. Recouverte des marques du temps et des rites ancestraux, la chaise royale, symbole suprême du pouvoir de la reine Ablapoku, se dévoile enfin. Celui que vous voyez là était orné de 2 ceintures d'or, en haut et en bas. Mais par la vieillesse, on ne sent plus la ceinture. Mais vous voyez sur le cercle, au bord du cercle, les anneaux. Ça, c'était de l'or. Voilà pourquoi ce trône n'est pas adoré avec du sang. Parce que l'or est incompatible avec le sang. Donc ce trône-là, le sang ne touche pas. Pendant l'adoration, il est écarté parmi les autres. Et c'est le petit là qui reçoit le sang. C'est pourquoi il n'est pas permis à toute personne de jurer. Si tu jures que tu n'as pas raison, ta tête va y rester. Et ces trônes sont venus du Ghana. Exactement. C'est pour ça que la reine s'est déplacée au Ghana jusqu'à ce lieu. Chaque attribut remplit une fonction bien précise. Ces objets incarnent l'autorité, la légitimité et les valeurs transmises par la reine Ablapoku à son peuple. Dans un royaume, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir du sabre, des guerres. C'est ce que nous appelons le sabre des guerres, le cimeterre. C'est lui qui est là. Et il y a le tambour, le pouvoir du tambour. Lui aussi, il a un pouvoir qui est géré par un clan. Lorsqu'il y a une sentence, vous êtes jugé que vous avez tort. Son droit, c'est quoi? La sentence, on vous tue. Lui, c'est son droit. Ça, c'est les militaires, l'armée. À la mort d'Ablapoku, les attributs royaux attisent les convoitises. Selon le chef, leur possession aurait déclenché une guerre entre les Assabou d'Akawa et les Alandjra de Walebo. Sakassou, c'est usurpation de titre. Nous avons été victimes de Walebo. Mes parents, du nom de Nana Akpendremlan, qui a succédé après la mort d'Ablapoku. Ici à Niamonou, où le Walebo et le groupe Fafoué Gossan ont comploté contre Akawa. Le roi successeur a été décapité. Le royaume a été pillé. Tout le trésor à Ablapoku a été pillé par ses agresseurs. Qui viennent d'où? Qui viennent de Walebo et du Fafoué Gossan. Lorsqu'ils ont tué Akpendremlan,
Ils l'ont tué, ils l'ont décapité. Le même tambour que vous voyez là a donné le son pour dire que le pire est rentré dans le village. Que tous ceux qui entendent le son de sortir pour parer au plus vite l'agresseur. Alertée par le tambour parleur, Yobwe Lotoni, sœur d'Ablapoku et guerrière qui vivait à 18 km d'Akawa, aurait sauvé les attributs royaux lors d'un affrontement avec les Walebo. Une partie de cet héritage est aujourd'hui conservée à Adjikro, où elle aurait vécu. Nana, Omani Pulo, Didiangamou, ici Malengo. Ngawe oso mlumlusa. Ngowe nye ewale boom. Okwe nana me abole. Okwe bina ena namba abole. Mo pekperi bien no. Mo feti mo fasimpai. Ngolo kabe boli, yo afafwe kumatiri. Bitiri. Temo ekusuma eri eti sunjafwe. Ye ni nana su. Ye ekusuma ebo eri mwa. Saklonti abrunu onisa. Ye mo esi yalo. Ye mo iso aleri e kraidirio. Ye mo enyani nana iti, ye fa tsaisi, ye fa kumani. E nanando. À l'intérieur de ces attributs royaux se trouvent des matières présentées comme des ossements humains. Selon le chef spirituel, ils constitueraient des trophées de guerre rapportés à l'issue des affrontements qui ont marqué l'histoire du royaume. Selon certains historiens, Akwa Boni, sœur d'Ablapoku, aurait assuré la continuité de son œuvre en organisant le peuple baoulé après sa disparition. Pour sa succession, il y avait plusieurs candidats potentiels, dont Akwa Boni elle-même. Mais Akmendere Malan, lui, il était favorable à Akwa Ama. Il voulait que ce soit Akwa Ama qui succède à la reine Ablapoku. Or, le conseil du trône a choisi plutôt Akwa Boni. Et lui n'était pas d'accord. Quand la reine Ablapoku vivait, Akwa Boni était déjà allé dans la zone de Walebo avec certains guerriers. Et c'est elle qui a eu le temps d'organiser le peuple baoulé, qui a eu le temps d'organiser le royaume baoulé. C'est Akwa Boni, ce n'est pas Ablapoku. Mais cette version des faits est contestée par le chef du village d'Akawa. S'appuyant sur la tradition et la lignée royale, il présente une succession différente des souverains après Ablapoku. Depuis la reine Ablapoku, il y a eu 13 rois qui se sont succédés ici en Dranois. Et je suis le 13e. Après la mort de la reine Ablapoku, le roi qui l'a succédé s'appelait Nana Akmendere Malan. Après lui, il y a eu Nana Oufoué Mungo. Après lui, il y a eu Nana Angakona Malakmandi. Après lui, il y a eu Mlan Eboué. Après lui, il y a eu Nana Angata Eboué. Après lui aussi, il y a eu Nana Amakofi. C'est lui le dernier roi. Et ça, c'est vers 1893. Selon lui, le royaume d'Akawa aura été victime d'une décision politique qui a profondément modifié son statut et son influence au sein du peuple baoulé. Nous avons été victimes de la parole du premier président, Houphouët-Boigny, qui a visité ses attributs. J'étais très petit en 1955. En 1958, il a fait une tournée où il voudrait être député. Ses attributs, il les a visités. Moi, j'étais tout petit auprès de mon grand-père, qui avait la garde de tous ses attributs. Et il a demandé à la population de retirer ses attributs pour envoyer à Yamoussoukro. Nos parents ont refusé. Et lorsqu'ils ont refusé,
Il avait trouvé que nos parents étaient des progressistes. Ils n'étaient pas de ton côté. Et quand il arrivait à Walebo, Anonglé, qui était le chef central à cette époque, qui était le chef de Walebo, il avait montré à De Gaulle que c'était le roi des Baoulés. Voilà comment Walebo s'était accaparé du titre du royaume. Pour confronter cette version des faits, nous avons sollicité le royaume de Sakassou afin de recueillir son point de vue. Mais malgré nos démarches, notre demande d'entretien n'a pas été acceptée. Pour la préparation de cette émission, depuis presque un mois, nous avons contacté les autorités coutumières de Sakassou pour pouvoir réaliser ce reportage. Nous sommes déplacés même depuis une semaine à Sakassou. Et lorsque nous avons croisé la princesse, elle nous a demandé de faire un courrier. C'est ce qui a été fait. Et nous sommes arrivés, voici la situation qui se présente. Le royaume ne veut pas ouvrir ses portes pour que nous prenions sa version des faits. Finalement, c'est 2 semaines après notre passage à Sakassou que la note du refus nous a été notifiée. Plusieurs siècles après la disparition d'Ablapoku, la question de la succession au sein du royaume baoulé continue d'alimenter les débats et les divergences. Nous ne reconnaissons pas au niveau de Walebo un roi. Le royaume, c'est ici. C'est la terre là qu'on hérite. Et aujourd'hui, la terre promise, la guerre n'est pas là-bas. C'est la terre, il n'y a rien d'autre. Ils sont seuls. Et comme ils sont seuls, ils se battent entre eux seuls. Ce qu'ils veulent là, c'est ce que nous allons faire. Nous, à Sabou, venus avec Ablapoku, nous sommes 8 groupes. Nous sommes en train de nous concerter. Demain, on va appeler tout le groupe. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va changer. À Sakassou, berceau du pouvoir baoulé, la succession royale reste source de tensions. Si Sa Majesté Kwakuje II occupe actuellement le trône, une partie de la communauté reconnaît également Nana Otimi Kassi Envo. Une rivalité qui continue d'alimenter le débat autour de la légitimité du pouvoir traditionnel. C'est Nana Kassi Envo dans le royaume du Walebo qui devait être le roi. Je le dis et en toute sincérité, sa mère est aussi princesse du côté de Walebo. Et donc, il est prince aussi du côté de Walebo. Et donc, comme il est né de sa mère, c'est normal. En tant que neveu, c'est lui qui devait monter sur le trône. De la Komoé à Sakassou, notre enquête révèle une histoire aussi fascinante que disputée. Entre traditions orales, récits concurrents et querelles de succession, l'héritage d'Ablapoku demeure au cœur des débats. 3 siècles plus tard, une question persiste. Le peuple baoulé saura-t-il dépasser ses divisions pour préserver l'œuvre et l'unité léguée par sa reine fondatrice,